Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Que faut-il attendre des élections présidentielles américaines et quel impact cela peut-il avoir sur l'Europe ? À la veille des élections américaines, Camille Delannoy reçoit Jérémy Dieudonné, chercheur sur les questions internationales à l'UC Louvain. Il décrypte ce qui se joue outre-Atlantique. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Jérémy Dieudonné, bonjour, vous êtes spécialiste des États-Unis. Alors, première question, cette élection américaine, est-ce qu'elle est vraiment différente des autres ? Oui, elle est différente. Alors forcément, d'abord, de manière un peu bateau, toutes les élections sont différentes l'une de l'autre. Mais oui, clairement, il y a quelques différences. Tout d'abord, c'est une élection qui, d'après les sondages, pour le moment, est extrêmement serrée, comme on n'en avait plus vu depuis très très longtemps, de ce point de vue-là. Et puis au niveau de la campagne aussi, il y a quand même eu quelques événements majeurs, notamment la tentative d'assassinat de Trump, qui est quelque chose qu'on avait aussi plus vu depuis un moment. Il y a l'âge des prétendants. Alors, Kamala Harris a repris le flambeau de Biden, mais Donald Trump aujourd'hui est quand même âgé de 78 ans. C'est quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire des États-Unis. Et puis il y a les influences des uns et des autres. On a vu beaucoup, notamment Monsieur Musk s'investir dernièrement. C'est quelque chose qui est aussi extrêmement nouveau, notamment par l'utilisation des réseaux sociaux qui ne cesse d'augmenter, et le fait que le directeur de Twitter, X aujourd'hui, s'implique autant dans l'élection est quelque chose de vraiment peut-être inquiétant au niveau démocratique, et en particulier lorsqu'il propose de payer, vous l'avez vu, certains électeurs américains. Alors ils ne les payent pas directement pour voter pour Trump, mais ils les payent pour signer des pétitions en faveur de Trump, et ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait neuf. Et je pense que ce rôle des réseaux sociaux, même s'il n'est pas lui-même tout à fait neuf, son importance est de plus en plus massive, et c'est quelque chose vraiment qui est spécifique à cette élection-ci. Oui, il y a une véritable opposition en fait des célébrités, hein. Donc vous parlez de Musk, mais il y a aussi Taylor Swift du côté démocrate, Beyoncé aussi également qui s'est positionnée. Ça c'est nouveau par exemple, cette influence. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est de plus en plus massif. On avait eu déjà Taylor Swift qui avait soutenu la candidature de Joe Biden en 2020. Mais ce qui est plutôt neuf, c'est l'implication de milliardaires tels que Musk, qui ont un poids au-delà de leur propre discours. C'est-à-dire que, bien sûr, Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer Lopez, aujourd'hui, dans le meeting de Kamala Harris, vont la soutenir, vont faire de la publicité pour elle, mais ce n'est pas quelqu'un comme Musk qui, lui, détient un réseau social sur lequel il y a des millions, voire des milliards de personnes, qui a la capacité de relayer des informations à grande échelle, qui a la capacité de filtrer des informations aussi à grande échelle, et qui fait pratiquement la partie de l'équipe de campagne de Donald Trump. Alors pas officiellement bien sûr, mais en particulier ces dernières semaines, on a vu une implication assez massive de Musk dans les différents éléments de campagne. Il l'accompagne même sur toute une série d'événements, en particulier en Pennsylvanie dernièrement. Et alors du point de vue des mesures plus concrètement, est-ce que ces mesures entre candidats, est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes, et quelle est la probabilité qu'elles soient mises en œuvre surtout ? Ouais, on a des mesures qui sont extrêmement différentes d'un côté et de l'autre. Alors, bien sûr, après, il faut voir comment elles seront mises en œuvre, et peut-être que le résultat ne sera pas fort différent, ça c'est à voir. Mais sur toute une série de thèmes, on a des mesures fondamentalement opposées. Les plus évidentes sur l'avortement, évidemment, où on sait que Kamala Harris a fait beaucoup aux campagnes autour de ce thème de l'avortement, après la décision de la Cour suprême il y a quelques mois, là où Trump a une vision très traditionnaliste, voire paternaliste de la famille, de la sexualité et de toutes ces choses-là. Mais il y a aussi de nombreux autres thèmes, le port d'armes, sur lesquels Donald Trump fait campagne et est tout à fait
ouvert au port d'armes, défend le port d'armes aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Kamala Harris, même si elle ne va pas jusqu'à dire qu'il faut bannir les armes, hein, c'est presque une position extrême ça, aux États-Unis, mais en tout cas elle veut mettre des mesures pour essayer de limiter cela. Sur la question de l'écologie, où on sait que Trump dans son précédent mandat était sorti des accords de Paris, c'est un risque qu'on court aussi s'il est encore élu. Sur les véhicules électriques aussi, Kamala Harris veut encourager l'achat de véhicules électriques là où Trump pense que les véhicules électriques vont détruire l'économie américaine, et on peut aller comme ça sur toute une autre série de sujets, les taxes qu'ils veulent imposer. Kamala Harris veut taxer les revenus les plus riches aux États-Unis, là où Trump veut globalement arrêter les taxes. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même l'idée. Il y avait déjà eu son tax cut d'ailleurs dans son précédent mandat, mais aussi sur le commerce, l'éducation et plein d'autres thèmes où ils ont des visions relativement opposées. Et alors, du point de vue des discours des deux candidats, on assiste aujourd'hui vraiment à un durcissement du discours, des mots, des positions aussi. Comment est-ce que vous analysez ce type de discours ? Est-ce que le discours de Trump aujourd'hui, il est différent de ceux qu'on a connus précédemment ? De ce qu'on a connu de Trump, pas tellement. Finalement, c'est un discours qui est relativement continu, qui est peut-être encore plus fort, avec encore plus de mensonges. Le Washington Post avait notamment calculé le nombre de mensonges qu'a dit Trump durant son mandat, donc de 2016 à 2020. Ils avaient calculé plus de 30 000 mensonges en 4 ans, et avaient noté que le nombre de mensonges augmentait d'année en année. Okay. Mais après, on a toujours un discours aussi radical, aussi avec une volonté d'être différent. Et finalement, on parlait du rôle des réseaux sociaux, mais de faire des clics, de faire des discours qui font le buzz. Mais c'est vrai qu'ici, on a une campagne qui a été très très pauvre, presque des deux côtés. Alors, autant de Trump, on s'y attend dans une certaine mesure, parce qu'on le connaît des années précédentes. Autant même la campagne des démocrates a été de plus en plus orientée vers tout sauf Trump. Et finalement, ce qu'on retrouve un petit peu des deux côtés, c'est un petit peu cette idée de c'est moi ou le chaos. Et la campagne, malheureusement, alors c'est un peu fort de dire qu'elle se résume à ça, mais est allée de plus en plus vers ce discours de tout sauf l'autre, plutôt que d'aller dans le fond des idées. Et là, on a sans doute eu un débat qui s'est appauvri au fur et à mesure de la campagne. Est-ce que c'est stratégique, selon vous, d'avoir ce genre de discours ou de posture ? Alors de Trump très clairement, puisque c'est sa stratégie finalement de dire regardez, moi je suis pas avec les élites de Washington, je suis différent, je parle comme vous avec des mots qui vous parlent, j'ai pas ce discours policé derrière lequel il y a aucun fond. Et de Kamala Harris, c'est sans doute stratégique à un niveau différent, c'est de dire mais regardez à quel point Trump est dangereux, et donc de nouveau tout sauf Trump. Après voilà, c'est évidemment un choix de campagne, à voir si ça fonctionnera. Et alors justement du côté de Kamala Harris, on a vu une différence par rapport à Hillary Clinton notamment. Elle ne fait pas campagne sur le fait que ce soit la première femme des États-Unis potentiellement. Elle a plutôt un discours de valeurs américaines ou ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir ce type de discours ? C'est-à-dire que d'abord, elle a vu que ça n'a pas fonctionné dans le cas d'Hillary Clinton, même si c'est difficile à dire que ça n'a pas fonctionné à cause de ce discours-là, mais en tout cas, elle a vu que ça n'avait pas fonctionné. Et puis, je ne sais pas si c'est un discours qui est nécessaire aujourd'hui, parce que la différence de vote entre les hommes et les femmes n'a jamais été aussi marquée aux États-Unis, en tout cas dans les sondages. Et donc, le vote des femmes, elle l'a déjà très, très globalement. Et donc, sans doute que la petite partie marginale qu'elle pourrait aller chercher chez les femmes n'est pas suffisamment importante. À l'inverse, elle a sans doute perdu un certain nombre d'électeurs plus progressistes, notamment suite à la guerre à Gaza, où elle a quand même largement soutenu Israël, et où toute une série d'électeurs ont manifesté leur mécontentement. Il y a eu aussi Obama qui est passé, et puis Biden, où il y avait un grand espoir pour les minorités d'avoir plus de mesures en leur faveur. On a vu que ce n'était pas forcément le cas, et donc il y a une sorte de désenchantement aussi par rapport à c'est très bien d'annoncer des mesures, à se présenter comme quelqu'un qui va changer les choses, mais finalement si derrière il n'y a pas grand-chose qui change, à quoi ça sert qu'on vote dans cette direction-là. Et donc c'est sans doute un peu de l'autre côté qu'elle doit aller chercher, du côté des hommes. Alors d'abord sans doute des hommes de couleur ou des hommes hispaniques, mais aussi des hommes blancs qui votent très majoritairement pour Trump, mais
parmi lesquels il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, en insistant justement plus sur les valeurs américaines. Et on a vu Kamala Harris beaucoup insister sur l'idée de liberté. Si vous regardez son site de campagne et les différents goodies qu'elle vend, il y a très souvent ce mot de liberté, et qui est un petit peu le symbole a priori des États-Unis, quelque chose que défend Trump aussi, la liberté. Alors lui, c'est la liberté un petit peu extrême, évidemment, la liberté de porter des armes, la liberté de toute une série de choses beaucoup plus extrêmes que Kamala Harris, mais voilà, cette liberté est importante, et donc en insistant là-dessus, Kamala Harris essaye sans doute de capter une partie de cette population. Et alors, sur la scène internationale, quels sont les principaux changements que l'on peut attendre en fonction de l'un ou l'autre candidat élu ? Il y en a plusieurs. D'abord, si c'est Kamala Harris, le changement sera relativement mineur. Disons qu'elle va largement continuer dans les pas de Joe Biden, que ça soit au Moyen-Orient, que ça soit par rapport à l'Ukraine. La différence majeure est sans doute que, à l'instar d'Obama, elle va faire un pivot vers le Pacifique, vers l'Asie-Pacifique, et donc s'intéresser un petit peu moins à l'Europe, avec un partenariat qui va sans doute en prendre un petit coup, mais rien comparé évidemment à ce que Trump pourrait amener. Si c'est Trump, là, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Par rapport à l'Ukraine, il a déjà marqué son envie de se retirer, de ne plus financer l'Ukraine, ou en tout cas beaucoup moins. On a vu les débats d'ailleurs entre républicains et démocrates ces derniers mois, et la difficulté de trouver un terrain d'entente pour financer l'Ukraine. Par rapport à Israël et à la situation au Moyen-Orient, là, il y a sans doute un petit peu moins de différence. Ils sont tous les deux des grands soutiens d'Israël, mais on aurait sans doute une augmentation de l'aide à Israël de la part de Trump, qui a été très proche de Benjamin Netanyahou durant son premier mandat, et qui a fait énormément pour Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et puis au niveau plus international, Trump a vraiment une antipathie apparente pour la Chine, avec laquelle il est vraiment en conflit. Ça a été le cas dans son premier mandat, et ici il a déjà annoncé vouloir mettre des droits de douane très très importants. On parle de 60% de droits de douane sur les produits venant de Chine. Il a parlé de mettre des droits de douane en Europe également. On parle de 10% environ pour le moment. Et de manière plus globale, il est isolationniste, et donc il veut se retirer de la plupart des relations internationales qu'ont les États-Unis, de la plupart des alliances qu'ont les États-Unis. Alors de là à menacer l'OTAN, c'est peut-être un pas de trop encore, mais en tout cas, on a vu dans son premier mandat qu'il voulait que tout le monde finance l'OTAN, et il a déjà menacé de, si pas sortir de l'OTAN, en tout cas se désinvestir de l'OTAN. Et alors justement, vous parlez des droits de douane. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'Europe justement et sur l'économie européenne ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter aujourd'hui ? Alors s'inquiéter, c'est peut-être un grand mot, mais clairement ça aurait des impacts. Avec des droits de douane de 10%, c'est extrêmement important. Le marché américain est un énorme marché, en particulier pour l'Europe, où on fait énormément de commerce avec les États-Unis, et donc voir des droits de douane de 10% imposés sur l'Europe, et encore 10%, c'est l'idée actuelle. On sait que Trump peut rapidement changer d'avis, en particulier s'il est contrarié. On se souvient qu'il avait eu des discussions avec Emmanuel Macron à l'époque assez tendues sur les droits de douane qui pourraient s'appliquer sur l'un et l'autre. Évidemment, si les droits de douane devaient augmenter, ça aurait un impact important sur l'Europe. D'un autre côté, ça pourrait être aussi un coup de fouet pour l'Europe, qui pourrait reprendre quelque part, j'exagère un petit peu, mais son destin en main, aussi bien au niveau économique que militaire et diplomatique, en se disant, puisque les États-Unis s'éloignent de nous, on a besoin de cette fameuse autonomie stratégique dont von der Leyen et Macron ont déjà beaucoup parlé, et finalement de se reconcentrer sur ce qui se passe chez nous en Europe. Après, on a vu durant le dernier mandat de Trump que ça a plutôt été l'idée de on attend 4 ans pour que quelqu'un d'autre arrive et qu'on reprenne comme avant. Mais voilà, ça c'est à voir évidemment la volonté politique qu'il y aura en Europe suite aux élections américaines. Comme Jérémy Dieudonné nous l'a expliqué, il ne reste plus qu'à voir si ces élections américaines serviront ou non de coup de fouet pour l'Europe. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. La protection de votre réseau est essentielle pour prévenir les cybermenaces, et un firewall joue un rôle crucial à cet égard.
C'est la raison pourquoi il constitue déjà un élément clé du niveau basique du Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique. Un firewall agit comme une barrière de sécurité entre les réseaux internes et les réseaux externes, tels que l'Internet. En surveillant et filtrant le trafic réseau, un firewall bloque les accès non autorisés et empêche les logiciels malveillants de pénétrer votre système. Les firewalls modernes offrent des fonctions avancées telles que la détection des intrusions et l'analyse du trafic crypté, ce qui les rend encore plus efficaces. Des mises à jour régulières des firewalls et l'adaptation de la configuration à l'évolution des menaces sont nécessaires pour garantir une protection optimale et l'intégrité de vos systèmes. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.